Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est la fête chez les forces démocratiques pour la République. Les violets des FDS célèbrent le 5e anniversaire. Que le temps passe assez vite. On se rappelle encore comme si c'était hier. Seulement les bruits entre d'anciens militants et cadres du comité d'action pour le renouveau. Le 26 novembre 2016, Maître Dodi Apevon a voulu mettre fin aux dissensions qui l'opposaient au désormais feu Maître Yaovi Agboibo en créant son parti. L'ancien président du CA est parti, mais pas seul, puisqu'il a embarqué avec lui une partie des passagers. Quel bilan fait-on des engagements pris ce samedi-là sur le terrain bas-fond du collège Saint-Joseph de Lomé? Le parapluie ouvert, symbole de la protection divine, a-t-il pu assurer la création d'un nouvel espoir aux populations de Lomé à Saint-Cassé? La grande majorité assiste impuissante à la dégringolade de leur pouvoir d'achat. À moins d'un mois des fêtes de fin d'année, les prix affichent des records inattendus. L'huile végétale de 25 litres est passée de 18 000 francs CFA à 24 000. Le bol du haricot, 2 800 à 2 500. Les cartons de canettes de billets ont subi une augmentation de 600. Les liqueurs n'ont pas voulu se laisser compter. Même les cartons de papier hygiénique, de papier torchon, de tomates en boîte ne se vendent plus au prix d'avant. Avant appartient désormais à un autre monde. Le monde sans la Covid, le nouveau monde est visiblement sans pitié pour les consommateurs. La ligne verte des autorités va-t-elle sauver les ménages et les fêtes de fin d'année? Ces fêtes sont-elles encore marquées parmi les priorités? Réunis vendredi en séminaire gouvernemental à Kara, les ministres sont probablement informés de certaines des priorités des populations. Celles de Ségbé ont sans doute vu les images de la délégation officielle sur le prochain chantier. Elles ont vu, mais beaucoup n'ont pas voulu croire. Comme saint Thomas de la Bible, de nombreux Togolais donnent force à cet adage. Celui qui a été mordu par un serpent a peur du lézard. Même si Vaughan et Enfoin sont à 55 et 65 km de Lomé, les Loméens n'ont pas oublié l'histoire. C'est aussi l'histoire que des délégations des populations de l'Afrique de l'Ouest sont venues célébrer cette semaine dans notre capitale. Les 20 ans de la Cour de justice de la communauté CEDEAO ont donné lieu à la tenue d'une conférence à Lomé. Plusieurs recommandations sont prises ici pour une Cour de justice plus forte. Plus la CEDEAO sera forte, plus elle pourra garantir les droits des uns et des autres, notamment les droits économiques et individuels. Quel est aujourd'hui l'état de ces droits individuels? Ces droits tiennent-ils encore devant la généralisation du pass vaccinal? Ces passes procurent de bonnes notes au Togo. Outre la myriade de dons de vaccins, l'Union européenne valide le pass togolais dans ses 27 pays membres. En attendant la fin de l'hiver, les Togolais peuvent commencer alors sans inquiétude par préparer leur prochaine visite à leur famille. Dans le même temps, la diaspora se trouve une maison à Lomé. La structure est inaugurée cette semaine. Togolais de la diaspora, vous avez désormais votre maison. Sont-ils tous prêts à l'intégrer? C'est Nathaniel Olympio, président du Parti des Togolais, qui est notre invité du jour. Les numéros de l'émission sont 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Le D12 est mis en onde par Venceslas Boga Koudoyor. Nathaniel Olympio, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Nous sommes à moins d'un mois des fêtes de fin d'année, mais comme de tradition depuis quelques temps maintenant, on a l'impression comme si les prochaines fêtes seraient reportées. Est-ce que vous avez cette impression-là, ou que chez vous, vous sentez, vous avez des airs de cette fête dans vos quartiers, dans votre quartier par exemple? Ce que vous constatez cette année, je pense que vous avez fait le même constat l'année dernière, l'année d'avant et quelques années en arrière. Depuis quelques années, effectivement, les Togolais n'ont plus le cœur à la fête. Et ces périodes qui permettaient à la population de s'égayer un peu et de connaître quelques jours heureux, eh bien, ça c'est un passé dont les Togolais ne se souviennent même plus. Parce que, vous le disiez dans votre introduction, la vie est devenue extrêmement chère. La vie de tous les jours est pénible pour la population. Les restrictions dues au Covid également ne permettent pas aux gens de vaquer à leurs occupations en toute sérénité et de s'occuper des familles comme les gens se débrouillaient pour le faire avant. Tout cela crée un environnement de morosité où bien, les Togolais n'ont pas le cœur à la fête. C'est vrai que le constat que je viens de faire en vous posant la question, ce constat, il revient presque chaque fin d'année maintenant, au point d'inciter certains à se demander s'il va falloir finalement oublier cette tradition des fêtes de fin d'année.
Non, je ne pense pas que cette tradition sera oubliée. Mais les Togolais espèrent que la morosité de fin d'année qui est devenue récurrente va passer et que nous allons enfin connaître un espace qui permet aux Togolais d'avoir un peu plus de gaieté et un peu plus de confiance, qui permet de passer une année à l'autre en se souhaitant les vœux comme l'habitude a été prise. Et ça, c'est un espoir qui est nourri, mais malheureusement, pour le moment, l'horizon ne semble pas bien dégagé pour cela. Vous parlez de morosité, cette morosité-là, comment éventuellement la fait dissiper? Je crois que c'est un ensemble. C'est un ensemble que les Togolais vivent depuis trop longtemps d'ailleurs. Un ensemble qui est à la fois économique, qui est social, qui est politique. L'environnement est crispé. Et on parle encore jusqu'à présent de prisonniers politiques. Et les derniers en date, c'est Jean-Paul Omoulou. Et précédemment, c'était Jimo Oré. Les organisations des droits de l'homme nous disent qu'il y a plus d'une centaine de prisonniers politiques au Togo. Et cette crispation politique, bien entendu, rejaillit sur la vie quotidienne de tous les jours. Et sur le plan économique, c'est extrêmement difficile aussi. Et les jeunes ne trouvent pas de travail. Et les familles sont en difficulté. Et les prix montent dans les marchés. Et il devient très difficile à la maman, à la jeune dame d'aller au marché avec le montant habituel et de revenir avec des ingrédients, de la nourriture pour assurer tous les besoins de la famille. Et tout ça, on ne peut pas espérer s'en sortir si les choses restent en l'état et si le régime en place ne permet pas et ne donne pas l'opportunité aux Togolais de s'épanouir pour créer de la richesse, pour avoir la liberté qui permet de justement créer cette richesse. Tant que les choses vont rester en l'état, on ne peut pas nourrir l'espoir que les choses puissent changer dans la vie quotidienne des Togolais. Mais est-ce qu'il y a une relation entre prisonniers politiques et festivités de fin d'année? Je pense que la vie humaine n'est pas faite de choses dissociées, c'est un ensemble. Et donc, quand on vit dans un environnement de stress permanent, quand on vit dans un environnement qui ne permet pas aux gens d'avoir la sérénité, eh bien, vous comprenez que avoir le cœur à la fête est quelque chose de difficile. Et c'est cela que les Togolais vivent depuis quelques années maintenant. Vous avez parlé des prix. C'est vrai que ces prix sont en train de monter. On assiste à une flambée. Et on se demande si elle va finir par passer. Est-ce que c'est des situations qui vous embêtent, vous, également, en tant que responsable politique? Mais d'abord, en tant que citoyen, ce sont des situations qui embêtent tout le monde. Et les responsables de quelque ordre que ce soit sont avant tout des citoyens. Moi, je note par exemple que depuis mars 2020, les frontières togolaises sont fermées. Je ne sais pas quelle logique guide cette décision qui a été prise à un moment où le monde entier était en panique et qu'on ne savait pas très bien à quoi correspondait la pandémie du Covid-19. Aujourd'hui, pratiquement 2 ans après, en tout cas plus de 18 mois après, les frontières togolaises sont toujours fermées. Et pourtant, tout ce qu'on avait craint au début de cette pandémie, ce n'est pas ce que nous vivons. À ce jour, je regardais encore les chiffres hier. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 243 décès depuis mars 2020 liés au Covid. D'accord? Eh bien, je pense même que c'est inférieur au nombre de morts que nous avons par jour au Togo, de manière générale. Donc, fermer la frontière, c'est une décision qui a un impact direct sur la vie des Togolais. Parce que les transports deviennent compliqués, l'arrivée de la nourriture, ça devient compliqué, l'échange commercial qui se fait, les gens qui venaient de l'extérieur pour s'approvisionner au marché de Lomé et repartir chez eux, tout cela devient extrêmement compliqué. Donc, le panier de la ménagère s'en ressent. Et la vie de tous les jours de tous les citoyens togolais sont impactés, la vie est impactée par cette décision. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement togolais maintient les frontières fermées. Je prends l'exemple de notre voisin, le Bénin, qui n'a jamais fermé ses frontières depuis le début de cette pandémie. Jamais. Et pourtant,
On ne peut pas dire que l'explosion s'est produite là-bas en matière de décès par rapport à Covid. Donc, je ne comprends pas que l'on mette encore ce stress sur les Togolais, que les prix flambent et que l'on maintienne ça dans la durée. Je ne comprends pas et je pense que le gouvernement togolais devrait se pencher très sérieusement sur cette question et ouvrir les frontières pour qu'on vive avec ce virus aussi, qu'on vive avec comme toutes les autres pathologies auxquelles le monde a été habitué dans le temps. Si nous avons le temps, nous reviendrons sans doute sur la situation de la Covid dans notre pays, mais c'est vrai que plusieurs pays de la sous-région ont annoncé la réouverture de leurs frontières s'ils ne l'ont déjà fait. Mais une question, dans beaucoup de pays, c'est vrai que les prix montent comme au Togo, mais la question c'est de savoir comment endiguer, visiblement, comment endiguer ces prix qui continuent pas à monter. Oui, mais ça justement, c'est le rôle de ce gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils font? Moi, je ne vois pas ce qui est fait concrètement pour que justement les prix baissent, puisque ça ne fait que monter. Bien au contraire, le gouvernement togolais a pris des mesures aggravantes sur cette situation, puisqu'on a instauré des péages, les prix de péage qui ont été augmentés, le carburant a été revu à la hausse, et un certain nombre de dispositions que le gouvernement a prises, mais qui vont dans le sens contraire de ce que nous attendons de ce gouvernement. Donc les prix continuent de flamber et je pense qu'il est temps que le gouvernement se rende compte que ce n'est pas parce qu'ils ont fait un effort sur le tarif de l'électricité ou de l'eau pour une catégorie de personnes de manière très ponctuelle. Et ce n'est pas ça qui change fondamentalement les choses. Il y a des mesures beaucoup plus générales et beaucoup plus impactantes à la population que le gouvernement doit prendre pour soulager davantage la population. Oui, on se rappelle effectivement qu'au mois d'août dernier, le prix du courant électrique pour un certain nombre de Togolais a été pris en charge par les autorités. On a eu également par le passé le programme Novici. Oui, tout cela c'est très symbolique de baisser le prix de l'électricité pour une catégorie, c'est très symbolique. Mais je pense que nous avons besoin de solutions durables. Nous avons besoin que les Togolais aient l'opportunité de créer eux-mêmes de la richesse. Pas que l'on vienne les assister en leur donnant quelques petits pécules sur 1, 2 ou 3 mois. Et d'ailleurs, on en fait toute une propagande comme si le gouvernement togolais était devenu une ONG qui soutenait la population togolaise. Ce dont les Togolais ont besoin, c'est l'opportunité de travailler. C'est l'opportunité de créer de la richesse. C'est d'avoir un environnement qui permet à chacun de s'épanouir. Et ça, eh bien, les Togolais ne l'ont pas aujourd'hui. En attendant éventuellement d'avoir un programme sur la durée, vous personnellement, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez pour lutter contre cette flambée qu'on constate sur les marchés? On sait que le gouvernement a institué récemment une ligne verte pour dénoncer tous les actes qui tendent à faire monter les prix sur les marchés. Qu'est-ce que vous proposez en plus de cette ligne verte? Mais je crois qu'on ne peut pas chercher à améliorer fondamentalement un point spécifique de la vie des Togolais si l'ensemble de l'environnement dans lequel nous vivons est pollué. Est pollué par la corruption, est pollué par une justice qui ne répond pas aux attentes des Togolais, est pollué par un système éducatif qui est complètement dans un état que les personnes apprécient, etc. Un système de santé d'ailleurs qui ne permet pas aux gens de se soigner correctement. Quand vous mettez tout ça bout à bout, eh bien, ce n'est pas la mise en place d'un numéro vert qui va changer la vie des Togolais. C'est justement ce que nous attendons, c'est qu'il y ait un environnement propice. Et c'est ça le rôle d'un gouvernement, de créer les conditions pour que les citoyens eux-mêmes produisent de la richesse. Et que derrière ça, il y ait des dispositions d'incitation, d'amélioration que le gouvernement met en place. Mais là, à quoi nous assistons? Eh bien, nous assistons à la mise en place d'un système de délation pour dire, OK, vous avez un souci, appelez, dénoncez. Mais non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut d'abord se mettre dans l'engagement de lutter contre
la corruption qui gangrène ce pays à tous les niveaux et visiblement c'est dans une impunité totale que ça se fait, donc encourageant les gens qui le font. Et tant qu'on ne va pas décider de lutter contre ces fléaux de manière sérieuse, il ne faut pas espérer que la vie des Togolais puisse changer. C'est clair que les Togolais ont des difficultés, beaucoup l'expriment, et vous, au Parti des Togolais, je ne sais pas comment est-ce que vos proches vous abordent. Qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à cette situation qui devient intenable pour un certain nombre de Togolais? Quelles sont les requêtes qui vous apportent? Vous savez, l'être humain, il est le même dans le monde entier. Les Togolais aussi ont besoin de liberté. Les Togolais ont besoin d'un cadre qui leur permet de s'épanouir, comme je le disais, de créer de la richesse. Les Togolais sont aujourd'hui dans l'incapacité d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes. Parce que ce régime, que vous ayez de la compétence ou pas, ce qui importe, c'est que vous fassiez allégeance. Si vous faites allégeance, eh bien, on vous accueille les bras ouverts. Mais si ce n'est pas le cas, votre compétence, eh bien, on vous la laisse avec. Les Togolais ne peuvent pas rester dans leur pays, produire, contribuer à la richesse nationale si on ne leur donne pas l'opportunité de le faire. Et ce régime ne donne pas cette opportunité. C'est pour ça que beaucoup de Togolais sont à l'extérieur. Ils partent. On perd de la compétence. Les gens sont en exil. Et ceux qui sont ici sont réduits à des situations de survie. Beaucoup de jeunes universitaires sont dans des conditions qui ne leur permettent pas de subvenir aux besoins de leur famille. Mais comment voulez-vous que ce pays avance dans ces conditions? Le gouvernement, il est dans son coin, il se gargarise de recevoir des prix ou d'avoir la validation du pass sanitaire par l'Union européenne. Mais ça intéresse combien de Togolais, bon Dieu de bon sang? Ça n'intéresse pas les Togolais. Les Togolais, ce qui les préoccupe, eh bien, c'est d'avoir un quotidien qui s'améliore. Ça ne s'améliore pas pour les Togolais. Et ça, c'est une préoccupation majeure que les Togolais expriment tous les jours. Je voulais savoir dans les détails chez vous comment ça se passe, mais je ne sais pas si peut-être que vos militants ne vous abordent pas avec leurs difficultés au quotidien, puisque certains qui expriment ou nous rapportent qu'ils sont obligés de transformer leur parti politique carrément en une ONG d'assistance aux personnes vulnérables. Ils paient l'électricité pour un certain nombre, ils paient les factures désodorances pour un certain nombre, même des loyers. Écoutez, je pense que la plus grosse ONG du Togo, c'est le gouvernement togolais. C'est comme ça qu'il fonctionne aujourd'hui, malheureusement. Et c'est vrai que les difficultés que les Togolais rencontrent ne sont pas uniquement, ça ne provient pas uniquement des militants des partis politiques. Tout le monde souffre. Et bien sûr, tout le monde demande assistance où il peut. Ce n'est pas la vie que les Togolais attendent. Et ce n'est pas ce à quoi ils aspirent. La jeunesse attend de ce gouvernement que nous puissions avoir de la formation, que nous puissions avoir un cadre éducatif qui permette d'acquérir des compétences et surtout derrière qui permet d'avoir un emploi. Et nous n'avons pas ça, les gens souffrent et les gens se plaignent. Et pas que les jeunes, pas que les militants, les mamans se plaignent. Même nos parents paysans qui produisent à la sueur de leur front ce qui nous nourrit, aujourd'hui, eux-mêmes sont les premiers à vivre en dessous du seuil de pauvreté. Parce que l'ensemble de la chaîne ne leur permet pas de vivre du fruit de leur production. Et ça, depuis des années où le Togo fait, le gouvernement togolais fait des plans de développement, des plans d'amélioration de la vie, et un plan chasse l'autre, et pourtant, nous ne voyons pas l'amélioration. C'est cela qui met le Togolais dans une situation de précarité très avancée. On sent que le gouvernement ne baisse pas les bras. Cette semaine, les ministres étaient à Kara pour réfléchir encore sur les conditions de vie des Togolais. Un séminaire gouvernemental qui a lieu quelque part dans le nord du pays. Quel est votre regard sur la tenue de ces types de rencontres? Mais déjà, on a noté lorsqu'ils ont fait leur premier séminaire il y a quelques mois, et que c'était l'occasion d'enterrer le plan national de développement du chef de l'État par
la feuille de route de la chef de gouvernement. Nous avons noté cela, mais ce qui choque toujours les Togolais, et qui me choque moi particulièrement, c'est que l'on fasse du Togo le point de chute de tous ceux qui ont fini un peu leur vie en Europe et qui viennent et qu'on vient caser un peu au Togo. Et comme si les Togolais n'avaient pas de compétences pour faire évoluer ce pays. Non, mais qui est casé? Qui en a casé ici? Ce sont tous ces conseillers qui viennent de partout. Si ce n'est pas Tony Blair, c'est Dominique Strauss-Kahn, c'est Lopez, j'en passe des meilleurs. Tous ces gens qui viennent à coups de millions ici au Togo, mais dont on ne voit même pas les résultats concrets. Pourquoi est-ce que les Togolais ne peuvent pas répondre à ces préoccupations? Pourquoi les Togolais ne peuvent pas être sollicités pour mettre leurs compétences? Non, mais en fait, si on vous sollicite, est-ce que vous répondrez, par exemple, favorablement à une telle sollicitation? Mais demandez au gouvernement de solliciter les Togolais. Vous verrez si les Togolais ne vont pas produire dans les conditions qui seront les plus optimales. Je crois que... Mais vous ne pouvez pas dire aussi que les Togolais ne sont pas sollicités. Mais écoutez, moi, ce que je constate, c'est la propagande que l'on fait et la manière dont on exhibe les choses. Et cela, ça me laisse un goût amer parce que ce n'est pas ce que j'attends pour mon pays. Moi, j'attends voir des Togolais à la tâche et amener leur savoir-faire acquis parfois à l'extérieur, des gens très compétents et que malheureusement, on s'attelle à traiter de manière un peu secondaire l'association, je ne sais pas quoi, de la diaspora. Non, ce n'est pas ça qu'on attend d'un gouvernement. Ce qu'on attend d'un gouvernement sérieux, c'est de capitaliser sur les compétences et le savoir-faire des ressortissants de ce pays. Ce n'est pas ce qui est fait aujourd'hui. Et c'est pour ça que, malgré la propagande qui est faite, malgré le soudoiement des uns des autres, les Togolais de la diaspora ne rentrent pas. Parce que rentrer, c'est venir se casser la figure, c'est venir se rendre compte que on vous fait venir, mais finalement on ne vous donne pas l'opportunité de vous exprimer, de vous développer comme il se doit, et vous devenez un objet de manipulation. Et la plupart de ceux qui tentent l'aventure, ils repartent. Ils sont dépités, ils sont déçus et ils repartent. Mais il y a un certain nombre de Togolais quand même qui viennent s'installer. Combien? Mais ça, je n'ai pas les chiffres, mais la preuve, cette semaine, il y a une maison qui leur est dédiée, qui est inaugurée dans la capitale. Vous savez, le principe de cette maison dite de la diaspora, ça n'est pas en soi une mauvaise chose, mais en fait, dans le cas du Togo, cela paraît comme un échec des services publics. Pourquoi devoir faire spécifiquement des services dédiés à la diaspora et les autres? Parce qu'on veut leur offrir quelque chose d'amélioré? Et les autres, parce qu'on veut leur permettre d'être distingués par rapport aux autres. Je ne comprends pas très bien la logique. En fait, les Togolais de la diaspora, vous savez, leur contribution à l'essor économique du pays, vous savez, leur contribution au quotidien des Togolais, individuellement, vous savez, cette contribution-là n'est pas à négliger. Je ne vois pas la relation que vous voulez établir. Les Togolais à l'extérieur supportent énormément les familles au Togo. C'est une réalité que tout le monde connaît. Mais je ne vois pas le rapport que vous faire avec cette maison. Leur créer une maison ici, quel est le problème? Mais à quoi ça sert cette maison? Puisque cette maison abrite par exemple le siège du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur. À quoi ça sert cette organisation? Mais fait demander à ceux qui l'ont pensé. Mais alors, ce qui est certain, quand vous le présentez ici, et vous vous rendez compte vous-même que vous n'avez pas d'éléments probants à développer pour justifier ça. On crée une maison pour... D'accord, mais quand l'environnement dans lequel vivent les Togolais n'est pas sain, n'est pas propice à l'épanouissement, n'est pas apprécié par les Togolais, mais ne venez pas faire des artifices pour essayer de tromper les autres. Vous parlez améliorer les conditions de vie de tous les Togolais, mais la diaspora n'aura même pas besoin de spécificité parce qu'elle se sentira bien dans ce qui est offert à tous les Togolais. Ce qui est certain, c'est que le gouvernement togolais souhaite qu'un certain nombre de Togolais de la diaspora arrivent de plus en plus dans le pays pour aider à ce que le pays se relève plus rapidement. Est-ce que, visiblement, c'est pour vous politique, totalement politique? Moi, j'ai été de la diaspora pendant de nombreuses années et je n'ai pas attendu un appel d'un gouvernement pour rentrer dans mon pays.
Mais vous êtes rentré, est-ce que vous êtes rentré? Est-ce que vous êtes déçu? Je pense que... Est-ce que vous êtes déçu? Je pense que, je vais vous répondre tout à l'heure, je pense que si le régime togolais s'attelait à travailler comme il se doit et à offrir à tous les Togolais le cadre approprié, il n'y aura pas besoin d'efforts particuliers vis-à-vis de la diaspora pour qu'elle vienne. Elle viendra naturellement, elle viendra d'elle-même. Mais justement, se sentir obligé d'aller faire la cour aux gens pour qu'ils reviennent au pays, cela est la preuve patente que quelque chose ne va pas dans le pays. Selon vous? Mais si ça n'avait été que selon moi, mais les gens de la diaspora seraient déjà rentrés dans la précipitation. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'ils n'y trouvent pas leur compte. Les premiers qui ont essayé se sont cassés la figure, ils sont répartis, ils sont déçus. Ceux qui sont là, ils tirent le diable par la queue parce que c'est compliqué pour eux. Mais ici, pour réussir, il faut faire allégeance au régime. C'est la clé de la réussite. Dans les années Olympiques, vous êtes rentré, comme vous l'avez dit, vous avez fait plusieurs années au sein de la diaspora, vous êtes rentré, ça fait un certain nombre d'années, vous n'êtes pas reparti. Cela peut être expliqué que finalement vous êtes intégré. Moi, je suis togolais et je suis revenu au Togo pour apporter ma contribution. Je n'ai pas créé d'entreprise au Togo parce que j'estime que le profil que j'ai d'acteur politique, créer une entreprise au Togo, c'est voué à l'échec parce que le fonctionnement de ce régime, c'est comme ça. On ne permet pas à des gens qui ne font pas allégeance de s'épanouir dans une activité professionnelle. Et ceux qui l'ont fait, eh bien, on leur a mis le fixe sur le dos, ils ont été obligés de fermer, j'en connais un certain nombre qui ont souffert de cela. C'est ça le fonctionnement de ce régime. Comment voulez-vous que la diaspora vienne investir dans un pays qui est encore à mettre les acteurs, les leaders d'opinion en prison et qui ne permet pas aux gens de s'épanouir? On ne peut pas investir. C'est pour ça que les plans de développement que le gouvernement fait sont toujours voués à l'échec. Le PND, comme nous a vanté avec tambour et trompette, aujourd'hui c'est silence radio, plus personne n'en parle. Jamais personne ne sait quel a été le bilan de ce fameux plan. Et on a sillonné le monde entier pour promouvoir ce plan. Et on n'en parle plus. Enterré, terminé. Ça passe en perte et profit. Et le gouvernement togolais peut toujours faire la cour à la diaspora. La diaspora ne se laissera pas séduire. Oui, d'accord. D'accord. Il y aura quelques-uns. Toujours. Comme vous? Non. Moi, je ne suis pas venu par le fait de ce gouvernement. Mais il y aura toujours quelques-uns, comme ceux qui répondent à leurs appels. Mais la grande majorité des compétences, ça reste à l'extérieur. Les Togolais ne viennent pas investir. Ceux qui ont la capacité d'investir ne viennent pas le faire au Togo. On doit se poser la question, pourquoi? Pourquoi ils préfèrent aller investir dans d'autres pays en Afrique? Est-ce que ce n'est pas aussi une question de liberté? C'est une question d'environnement et de contexte. Je ne connais personne qui préfère aller investir ses ressources ailleurs que dans son propre pays, si les conditions le permettaient. C'est humain, c'est naturel, c'est comme ça que l'être humain fonctionne. Si vous avez le choix d'investir à Dakar ou à Kinshasa, vous avez cette possibilité de le faire, vous le faites, puisqu'on sait, par exemple, vous avez une famille ou une partie de votre famille qui est du côté du Gabon. Mais vous savez, la première des choses que l'on fait, c'est de contribuer au développement de son pays. Si l'environnement permet de prospérer et de travailler, de gagner sa vie, sans que l'on vienne vous mettre les bâtons dans les roues pour une raison ou pour une autre. D'accord? Mais quand les responsables politiques de ce pays mènent une politique qui ne permet pas aux gens de s'épanouir, de travailler librement, de produire de la richesse et de jouir des fruits de leur richesse, si le gouvernement ne le permet pas, mais les gens iront ailleurs. Non, mais en fait, vous voulez dire tout simplement que le Gabon, c'est mieux que le Togo. Ce que je veux dire, c'est que il faut que, pour ce qui concerne le Togo, on lève un peu cette chape de plomb qui pèse sur les Togolais. Il faut permettre aux gens de faire valoir leur génie créateur. Il faut permettre aux gens de se réaliser sans que le bâton de la politique ne vienne pas s'abattre sur eux. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. C'est pour ça que moi, en tant qu'acteur politique, je me bats pour que les choses changent. Et ce gouvernement, malheureusement, à ce jour, fait la sourde oreille. Il ne donne pas la liberté aux Togolais, il ne donne pas la démocratie aux Togolais, et nous demeurons le seul pays dans la CEDEAO encore à traîner une situation politique d'un autre âge. Il faut que ça change.
Nous parlons du séminaire gouvernemental en réalité, et avant d'aboutir à cette question de la diaspora togolaise, si on sait que un certain nombre d'experts internationaux reconnus comme étant très bons dans le domaine, Dominique Strauss-Kahn par exemple, sa présence, est-ce que ce n'est pas une présence qui peut motiver ou qui peut tirer un certain nombre de Togolais vers le haut? Ouais, il vient au Togo, ça fait quelques années déjà. Hein. Moi, je ne sais pas combien de Togolais ça tire vers le haut. Je ne sais pas combien de Togolais ont bénéficié de la science et de tous ces conseillers. Je n'en sais rien. Ce que moi, je constate, c'est que la vie devient toujours de plus en plus chère pour les Togolais, de plus en plus difficile pour les Togolais. Et je sais aussi par ailleurs qu'il y a des compétences togolaises qui ne sont pas exploitées, qui sont repoussées, qui sont parfois même pourchassées. Et pourquoi est-ce que le gouvernement pense que c'est avec le concours d'experts de l'extérieur que les choses se passeront bien? Moi, je connais beaucoup de Togolais qui sont à la tête d'institutions internationales. Ceux d'entre eux qui ont osé venir apporter leur contribution, ben, très rapidement, ils ont jeté l'éponge et ils sont repartis. Parce que l'environnement ne permet pas aux gens de s'exprimer et de produire. Non, mais vous ne pouvez pas dire qu'ils sont tous repartis. Si par exemple on cite l'exemple du Premier ministre, elle n'était pas au Togo il y a quelques années. Ben oui, bon. Elle est venue, elle apporte sa compétence. Ben oui, ceux qui restent, ce sont ceux qui font allégeance au régime. Et le régime, il est dénoncé par le peuple togolais. Parce que ce que ce régime offre, et la première ministre aujourd'hui, elle est complètement comptable également de cela. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'elle travaille pour le régime et donc elle est comptable de ce que nous vivons aujourd'hui, de dramatique dans ce pays. D'ailleurs, elle particulièrement, elle a pris des positions, des déclarations qui ont été choquantes pour les Togolais. Donc, ce n'est pas un exemple que vous pouvez citer comme référence à suivre. Moi, je pense que... Mais elle n'est pas seule, hein? Vous savez par exemple que Gilbert Bara n'était pas au Togo il y a aussi quelques années. Vous pouvez citer autant que vous voulez. La réalité des Togolais, c'est qu'il y a un nombre extrêmement élevé de Togolais qui restent à l'extérieur après leur formation dans les grandes universités du monde. Et cela, c'est la réalité. Vous ne pouvez pas me prendre l'exemple d'une ou deux personnes qui sont rentrées pour le régime, justement, pour le régime. Ce que vous venez de citer, c'était le cas. Moi, j'aurais souhaité que quand un Togolais achève une partie de sa formation au Togo et va peaufiner sa compétence à l'extérieur, acquiert de l'expérience, ce que j'attends, ce que j'espère et que je trouve logique, c'est que cette personne-là puisse revenir dans son pays et faire profiter son pays de son savoir-faire et de sa compétence. Mais il ne le fait pas, parce que les conditions ne le permettent pas. Et c'est le Togo qui perd. Cette problématique n'est pas que togolaise, vous le savez, puisqu'il y a des Béninois, il y a des Ivoiriens, il y a des Sénégalais, il y a des Maliens mais qui restent à l'extérieur aussi de leur pays. Pierrot Atiogbe, avez-vous vu comment le Bénin se développe? Avez-vous vu comment les autres pays se développent? Eh bien, c'est cela que je veux pour mon pays également. Malheureusement, chez nous, ce n'est pas le cas. Et donc, tous les ressortissants d'un pays ne restent pas toujours chez eux. C'est le sens même de l'humanité. On se déplace, mais on se déplace par plaisir et non par contrainte. Les Togolais qui sont à l'extérieur ne le sont par contrainte. En exil pour certains d'ailleurs. Quand on parle de développement, vous citez un certain nombre de pays qui sont à côté de nous. Est-ce qu'il ne faut pas relativiser ce développement dont vous parlez? Ben, je ne sais pas, relativiser par rapport à quoi. Moi, je regarde un peu les choses... Puisque dans ces pays aussi, les populations locales se plaignent. Oui, on se plaît toujours parce qu'on veut toujours améliorer les choses. C'est humain, c'est normal. Mais quand je regarde ce qui se passe au Ghana, mais vous n'allez pas me dire que le Ghana, on peut comparer au Togo en matière de développement, en matière d'infrastructure, en matière de système d'éducation et sanitaire. Le Ghana est plus grand que le Togo, vous savez. Plus indépendant avant le Togo. Mais justement, le Togo n'a que 8 millions d'habitants. Vous savez aussi que nous avons un certain nombre de richesses. Donc ça veut dire que c'est à taille humaine. On peut faire les choses de manière exceptionnelle. Et puis le Ghana est anglophone aussi. Il ne faut pas l'oublier. Vous savez très bien qu'il y a ces paramètres. Quand on parle anglais, on est plus efficace que quand on parle français. C'est pas forcément cela. Ouais, bon, vous savez très bien quand même que entre les pays francophones et les pays anglophones, l'histoire nous renseigne très bien que le direct rule, les lignes direct rule ont joué une certaine... ont joué sur les performances de ces différents pays. Vous avez une réalité, mais quand, 60 ans après, certains États, certains chefs d'État maintiennent un mode de fonctionnement de leur pays, et d'autres mettent en place
ce qu'il faut pour développer leur pays, ben, c'est ce que le Ghana a fait, c'est ce que le Nigeria est en train de faire, pour ne parler que de la sous-région. Mais le Togo, qu'est-ce que nous avons fait? Eh bien, nous sommes encore accrochés à une relation qui est complètement dénoncée par la jeunesse aujourd'hui avec la France. C'est ce à quoi vous faites allusion. Et cette relation qui est aujourd'hui dénoncée, que les jeunes ne veulent plus voir maintenir en l'état, et c'est tout cela qui ne permet pas notre avancement. On parlait de quelle jeunesse? Ben, celle que nous voyons s'exprimer, c'est celle que nous voyons s'exprimer au Burkina, celle que nous voyons s'exprimer au Mali, et en Centrafrique, au Niger, et partout en Afrique. Et les Togolais l'expriment également de leur façon. Donc, je pense que nous ne pouvons pas fonctionner aujourd'hui en 2021 comme si les choses étaient identiques à ce qui se passait dans les années 60. Et ça, les responsables, les dirigeants de nos pays doivent en prendre conscience, et également les dirigeants français doivent en prendre conscience. Vous ne pouvez pas parler ou comparer quand même ce qui se passe actuellement aux situations des années 60 quand même. Pour ce qui concerne le Togo a beaucoup évolué. Nous étions en train de parler des relations qui sont établies avec l'ancienne puissance coloniale et ça n'a pas beaucoup changé depuis les années. Nous parlerons de ces relations-là, mais je parle spécifiquement du cas togolais. Quand même, quand on vient au Togo, le pays, sur les 15 dernières années, relativement a évolué selon les notes des institutions internationales, la Banque mondiale ou le FMI par exemple. Récemment par exemple, le MCC qui salue un certain nombre d'avancées au Togo, la bonne gouvernance ou des bonnes notes pour la gestion que le gouvernement togolais fait du pays. Vous savez, les notes d'encouragement qu'une institution peut émettre à un moment ou à un autre, souvent très nuancé d'ailleurs, hein, parce que derrière les mots et les commentaires d'encouragement, il y a toujours une réalité. Quand vous lisez les rapports, et la réalité est aussi exprimée. Il faut aller lire les rapports entre les lignes et comprendre dans les détails ce qui se passe. Oui, il peut y avoir des mots d'encouragement, mais la réalité concrète, vous la connaissez. Vous passez dans Lomé, dès que vous sortez d'un grand axe, la rue d'après, c'est la catastrophe, on a l'impression d'être dans un village. D'accord? Et ça, vous ne pouvez pas me dire que ça reflète une gestion de plusieurs décennies faite dans le sens de ce qu'il faut pour un pays. Non. C'est de ça qu'on parle. Donc, laissez les commentaires des fonctionnaires des organisations internationales de côté et puis regardez la réalité de notre pays. Cette réalité-là, elle n'est pas très reluisante. Vous voulez dire que c'est une réalité qui est masquée d'une certaine manière? Mais tout au Togo n'est que factice. Tout au Togo n'est que apparaître. On a une démocratie, un masque de démocratie, la réalité est tout autre. On a une propagande qui est faite à l'extérieur, la réalité est tout autre. Aujourd'hui, tiens, on parle du sommet sur la démocratie qui est organisé par les États-Unis. Un certain nombre de pays ne sont pas invités. En tout cas, mon pays n'est pas invité. Ça veut dire que les Américains ne considèrent pas le Togo comme pouvant s'asseoir autour d'une table pour parler de démocratie. Voilà ce que ça veut dire aussi. Ça aussi, c'est une réalité. Oui, bon, mais c'est vrai, vous n'allez pas entendre le gouvernement togolais s'exprimer là-dessus, mais c'est aussi une mais réalité. en fait, c'est les mêmes Américains qui ont donné récemment de très bonnes notes et pour ce qui concerne le programme MCC, le Togo a validé un certain nombre d'indicateurs, notamment par exemple les questions de liberté. Vous savez, les indicateurs sont quelque chose. La réalité également est autre chose. Mais les indicateurs sont notés à partir des réalités. Les indicateurs reposent très souvent sur la législation en cours, sur les dispositions législatives qui sont prises et sur les lois qui sont votées. Et au Togo, il y a un certain nombre de lois qui sont magnifiquement votées. C'est la réalité de la vie qui n'est pas... qui ne correspond pas aux attentes. Donc, vous pouvez avoir des notations. Hein, c'est ce qu'on avait vu avec le Doing Business également. Hein, il y avait plein de notations magnifiques, auréolées de plusieurs appréciations. Mais cela ne change rien à la vie des Togolais. Cela n'a pas aidé le Togo à réaliser le PND, malgré les meilleures notations obtenues au Doing Business. Mais quand on vous écoute, quand on vous lit, vous semblez vous accrocher au PND.
quelque chose qui tourne autour de vos discours, vos interventions, parce que même cette semaine, je crois avoir lu une de vos adresses portant sur le PND. C'est un plan que vous appréciez sans doute, consciemment ou non. Mais vous savez comment le régime a déployé une énergie considérable sur ce projet, a mis énormément d'argent pour construire ce projet, pour élaborer ce projet. Et donc, il est légitime que les Togolais en attendent des résultats. Mais il n'y a pas eu de résultats au rendez-vous. Et personne ne nous dit ce qu'il en a été réellement. On constate simplement que plus personne n'en parle. C'est comme ça que ça fonctionne au Togo. On lance les choses en grande pompe et derrière, il n'y a pas de résultats et tout le monde s'en fout des résultats. De toute façon, ils ne rendent compte à personne et donc ils ne craignent aucune sanction. Et on passe à autre chose. Il est important de dénoncer ce mode de fonctionnement, cette façon de faire qui finalement est de la prestidigitation plus qu'autre chose. Concrètement, on ne s'attaque pas aux réels problèmes. Les réels problèmes des Togolais, c'est quoi? C'est d'avoir un cadre qui leur permet eux-mêmes de travailler, de produire la richesse, qui leur permet de vivre. C'est ce que veulent les Togolais. Ils veulent leur liberté. Ils veulent qu'on respecte leurs droits. Ils veulent une justice qui ne favorise pas les plus riches. Ce sont des choses basiques de la vie de tous les jours. Si on satisfait ça, les Togolais ne vont... Est-ce que tout ça n'est pas contenu dans le PND qui, sans doute, en chemin, a rencontré la Covid-19 qui n'était pas prévue? Oui, il y a eu SCAP également qui n'a pas rencontré Covid-19. Il y a eu d'autres plans qui n'ont pas rencontré Covid-19. Est-ce que ces plans-là et les autres que vous citez étaient aussi ambitieux que le PND? Il était peut-être moins ambitieux, mais ils n'ont même pas atteint leurs objectifs déjà. Petits objectifs, comme vous êtes en train de l'exprimer. Ils ne les ont pas atteints. Et donc, ce n'est pas le plus gros qui va l'atteindre. De toute façon, une grande partie de ce plan reposait sur les investisseurs extérieurs. Mais ils ne sont pas au rendez-vous parce que l'environnement politique et social ne leur permet pas, ne leur garantit pas la préservation de leur investissement. Ils ne peuvent pas venir. La justice ne fonctionne pas comme il faut. Les investisseurs ne peuvent pas venir. Mais les investisseurs, quand vous en parlez, comme vous en parlez, certains sont entendus, par exemple, sur la plateforme industrielle des TICOP. Mais à vous écouter là, vous ne croyez même pas en ce projet? Ah, mais moi, je ne crois à aucun projet que ce gouvernement met en place. Parce que le cadre ne permet pas au projet de s'épanouir, simplement. Et on n'est pas obligé de sortir d'excuses de Jupiter pour se rendre compte que la multitude de projets qui sont lancés par ce pays, combien aboutissent? Citez-moi des projets qui sont lancés il y a 10 ans et qui aujourd'hui sont prospères au Togo. Citez-moi un seul. Moi, je n'en connais pas. Et pourtant, les plans, on en a fait. Pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que ce n'est pas parce que les plans eux-mêmes sont mal conçus nécessairement. C'est parce que l'environnement dans lequel on veut faire évoluer ces plans ne correspond pas aux contraintes de ces plans. Vous savez, quand vous créez une entreprise et que vous voulez que cette entreprise prospère, il faut que l'environnement dans lequel votre entreprise va fonctionner permette les ingrédients qui vont favoriser la prospérité de cette entreprise. Mais au Togo, ce n'est pas le cas. Vous mettez beaucoup l'accent sur l'environnement, je ne sais pas, l'environnement, que ce soit politique, et que ce soit juridique, et économique, social, la question de bonne gouvernance, toutes ces questions-là ont fait inviter un certain nombre de pays au prochain sommet sur la démocratie. Mais quand on est togolais et qu'on n'a pas le nom du Togo sur cette liste de pays invités à ce sommet-là, on est relativement gêné. Ah ben, il faut poser la question. Mais en fait, vous, en tant que Togolais, moi, je ne suis pas gêné, je suis malheureux. Je ne suis pas gêné. C'est ça que je dis que vous êtes gêné. Je suis malheureux, je ne suis pas gêné, je suis malheureux. Je suis malheureux parce qu'on nous inflige des choses que nous ne voulons pas. On nous impose une vie que les Togolais ne veulent pas. Et ça, c'est le drame des Togolais. Donc, le gouvernement, oui, eux, ils sont gênés parce que ça montre quelque part qu'ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Ils sont gênés et ça se voit. Mais les Togolais, ils sont dans un drame et pour eux, c'est la douleur au quotidien. Nous venons de passer 45 minutes avec le président du parti des Togolais, Nathaniel Olympio. Nous évoquons la situation de tous les jours au Togo, des 12, comme c'est de tradition tous les dimanches. Et comme c'est de tradition également, nous avons la participation des auditeurs, ceux qui nous regardent un peu partout dans le monde, ceux qui nous écoutent à Lomé et à l'intérieur du Togo. Ils ont cette possibilité d'intervenir avec deux numéros, 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70.
Leurs commentaires, comme ceux que nous avons devant nous, seront lus dans un instant. Notre invité se fera le plaisir de réagir ou de répondre à des questions qui seront posées tout à l'heure. Le premier auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est Sepelé? Oui, Sepelé. Comment vous allez? Ok, et vous êtes en direct, allez-y et parlez un peu plus fort. Oui, président, bonjour. Bonjour. Donc, je salue M. Alberto Olivier là où il est. Aujourd'hui, le Togolais, la vie est très chère, très chère. Mais si vous proposez 1 milliard à un Togolais, contre le départ du régime RPT, qui va prendre le départ du régime RPT et laisser les 1 milliard. Ça, c'est une parenthèse. Monsieur Nathaniel Olivio, en temps, vous avez créé un club avec Simon Auré, qui est aujourd'hui en prison, je le salue. Vous-même avec le confrère de Piacada, pour demander une transition. Demander une transition à Paul Yatimbe d'ouvrir pour son départ, bien pour que vous vous accédiez au pouvoir. Qu'est-ce que vous voulez dans tout ça là? Deuxième préoccupation. Aujourd'hui, nous sommes dans une résistance après les élections du 22 février 2020. Mais tout ça, le peuple togolais toujours affamé attend toujours votre assistance dans cette résistance. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous pouvez leur faire? Merci. Bien, merci. Il rappelle un peu une partie de l'histoire politique avec les différents regroupements dont vous avez fait partie. Vous aviez effectivement flirté avec un certain nombre d'acteurs dans un passé pas très lointain et il parle de transition. Je ne sais pas si c'est des sujets qui restent d'actualité ou pas. Mais je pense que le sujet de la transition est complètement d'actualité. Nous pensons, et je suis foncièrement convaincu, que ce que vivent les Togolais aujourd'hui, pour passer à une étape qui corresponde aux attentes, nous devons nous donner le temps de réfléchir ensemble sur ce que nous voulons faire de notre pays. Et cette étape de réflexion et de reconstruction, eh bien, c'est ça la transition. Et je pense que ce n'est c'est une étape dont on ne peut pas faire l'économie, et ça viendra de toute façon, d'une façon ou d'une autre. J'ai failli même dire de gré ou de force. Ça viendra par la force des choses. Et donc, cette transition-là, il s'agit aujourd'hui de trouver les voies et moyens pour que ça devienne une réalité. Elle ne peut pas être décrétée, vous le savez. Mais on peut toujours le faire, hein, vous savez. C'est comme quand on décide de mettre un plan de développement en place, c'est parce qu'on se rend compte que la manière dont on fonctionnait n'est pas appropriée, donc il faut faire quelque chose de spécifique. On peut aussi parfaitement imaginer que l'on décrète une transition. Mais bon, moi je ne rêve pas particulièrement, mais je pense que nous ne pouvons pas faire l'économie d'une transition au Togo pour améliorer les choses. En deuxième partie de la question. Je crois également que les Togolais ne sont pas en résistance simplement depuis le 22 février 2020. Les Togolais sont en résistance depuis plusieurs décennies déjà. C'est vrai que la dernière élection présidentielle a ouvert une autre étape, un autre chapitre, mais nous sommes en résistance permanente. Et je crois que c'est cette résistance-là qu'il faut améliorer, qu'il faut organiser davantage, qu'il faut intégrer davantage pour que nous puissions de nouveau parler d'une voix qui soit commune et que nous puissions mener encore des actions qui soient des actions communes dans l'intégration des forces. Nous y arriverons de toute façon parce qu'il n'y a pas le choix et cela, l'histoire récente du Togo nous le montre, comme en 2012, hein, comme en 2017 également. Eh bien, nous pensons qu'en 2022 également, ça va être le cas parce que le cycle qui s'est imposé par la force des choses, c'est tous les 5 ans, les Togolais arrivent de nouveau à se mettre ensemble pour une marche commune. Nous espérons, nous pensons que 2022 offrira encore cette opportunité. Il y a ce commentaire de Pépin Koukel qui nous regarde sans doute du côté de la France. Ne parlons pas trop longtemps, il faut revenir aux fondamentaux et arrêter les vols qui ont lieu de l'étage au sous-sol. Son commentaire laissé au début de l'émission, quand nous évoquions la situation économique difficile d'un certain nombre de Togolais. Une réaction à ce commentaire?
Mais oui, il est en train de parler de corruption. Et ça, tout le monde sait que c'est la gangrène majeure qui tire le Togo vers le bas. Et c'est très malheureux pour nous parce que ça se fait en toute impunité au vu et au su de tout le monde. Les gens ne s'en cachent même plus, et peut-être même bien au contraire. Et ça, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'on puisse s'attaquer à ce fléau-là, un véritable fléau. Le deuxième auditeur, après Pelé. Allô? Oui, bonjour. On vous appelle comment? Oui, s'il y a Pelé, il doit avoir Taoufik. Les deux marchent ensemble. Allez-y. Depuis la dernière élection de 2020, presque tous les partis politiques de l'opposition sont sur le puissant et les rares qui viennent sur les antennes, c'est pour dénoncer. On ne voit rien. Nous sommes toujours dans ce que nous sommes. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de changement. Franchement, s'il n'y a pas de moyens, il faut abdiquer. Franchement, moi, personnellement, je suis parti. Écoutez, occupons-nous de la vie chère. Tout est cher. Depuis 2019 jusqu'à ce jour, tout est cher. Le bol de maïs, l'haricot, tout est cher. Est-ce que nos autorités, ils achètent leur nourriture dans les marchés comme nous, ou bien eux, c'est les supermarchés, ou bien ils commandent leurs produits alimentaires de l'extérieur? Sinon, ça ne va pas. Merci. Bien, merci. Notre invité a fait le même constat au début de cette émission qu'un certain nombre d'articles sur le marché, les prix ont vraiment augmenté. Donc, on va passer à un autre auditeur après. Taoufik, est-ce que nous avons un autre auditeur après Taoufik? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur Rodrigue. Rodrigue, vous êtes à l'antenne. Allez-y. Je salue votre invité. Bonjour. Aujourd'hui, il est bon pour venir intervenir sur les hôtels. Ça, le Togo, aujourd'hui, il a besoin de toi. Qu'est-ce que vous proposez? Si cette bonne crédibilité à 7 ans, je suis désolé. Monsieur Nathanaël, s'il vous plaît. Je suis désolé. Tous les partis politiques qui passent sur les frontières et disent que je crois aussi, vous êtes à votre en bas. Peut-être qu'on va retrouver vos enfants maintenant, ils sont à l'Occident. Nous sommes avec ce fonds Togo. Nous sommes Togo. S'il vous plaît, faites-nous des gens de la terre. S'il vous plaît. Merci, mon ami. Bien, merci. Moi, je n'ai pas très bien compris, mais oui, j'ai pas très bien compris. Mais il y a un certain nombre de réactions que nous avons, ces réactions-là tournent autour de la situation des acteurs publics qui sont incarcérés. Que dites-vous à propos de ces incarcérations, puisque vous aviez tantôt fleuré le sujet? Oui, le Togo est encore à une étape où on a des prisonniers d'opinion, des gens qui sont emprisonnés pour ce qu'ils pensent, des gens qui sont emprisonnés pour ce qu'ils disent, et pas pour des actes qu'ils auraient posés. Et je disais en début d'émission, le dernier en date, c'est Jean-Paul Oumourou qui a été emprisonné alors qu'il était de passage en Afrique. C'est Jimo Oré, précédemment chef de parti, qui a jeté en prison pour des propos qu'il a tenus. Et on note plus d'une centaine d'autres personnes qui sont incarcérées dans le cadre des activités politiques. Comment voulez-vous qu'un pays qui jette encore en prison pour des délits d'opinion puisse prospérer et se développer? Ce n'est pas possible. C'est ça le rejet des compétences également dont on parlait tout à l'heure. Parce que tant que vous ne faites pas allégeance, eh bien vous n'êtes rien, on vous écrase ou on vous contraint à l'exil. Toutes ces personnes doivent être libérées parce que leur place n'est pas en prison. Ils ne sont pas ce ne sont pas des brigands de grand chemin qu'on jette en prison et qu'on malmène comme on est en train de le voir. On parle de torture pour certains.
c'est incompréhensible que le régime togolais continue d'exercer cette brutalité sur les citoyens, alors que, comment dire, ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont le pouvoir, ils ont la force, et ils l'exercent de manière abusive, quand ils veulent, comme ils veulent. Ça ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que c'est pas de cela que parlait tantôt de Rodrigue, puisqu'il dit qu'un certain nombre d'acteurs, quand ils sont invités dans les médias, ils dénoncent. Oui, c'est bien de dénoncer, mais au-delà de la dénonciation, et quelle est la suite en réalité? Je crois que c'est le sens de la question qu'il avait voulu vous poser. Oui, il y a toujours une étape de dénonciation, il y a toujours une étape d'organisation, il y a toujours une étape d'action. Et je le rappelle encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a fallu quelque temps pour les Togolais, pour qu'ils s'organisent et pouvoir s'exprimer de manière forte en 2012. Et on a vu ce que ça a donné. Il a fallu encore du temps depuis 2012 pour que les Togolais se réapproprient encore leur lutte et qu'ils puissent de nouveau s'exprimer en 2017. Donc, le travail est en cours, les discussions se poursuivent et l'organisation se met en place et il viendra encore un moment, et j'espère fortement que ce sera pour très bientôt, les Togolais vont encore pouvoir s'exprimer. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, Bonjour. quel est votre nom, vous? Mon nom est Emmanuel Sebaïda. Ok. Ma première question, c'est de rappeler à M. Olinjo, Nathaniel, pourquoi les partis politiques togolais ne peuvent pas s'accommoder en un seul ensemble pour affronter les régimes en place et discuter avec eux de manière politique, acceptable et décider des bonnes choses pour le peuple de l'Afrique. Est-ce qu'il est là? Non, il est parti. La question d'être ensemble au niveau des partis politiques. Oui, la question de travailler ensemble, de mutualiser les ressources, nous l'avons expérimenté en 2017, effectivement. Et pour l'expérience, nous avons tiré un certain nombre d'enseignements. Je pense que les étapes suivantes vont nécessairement s'exprimer dans un regroupement, dans une mise en commun des capacités, des efforts, et nous allons encore travailler ensemble, de toute façon, parce que nous n'avons pas le choix que cela. Et la fois suivante, il faut simplement faire en sorte que l'expérience passée nous serve pour avoir une plus grande efficacité. Nous y arriverons de toute façon. Il y a cette question de Thompson Adaï par rapport à votre personne. Nathaniel Olympio intervient au nom de son parti dans les médias. Est-ce qu'il y a d'autres qui interviennent également au nom de ce parti-là? C'est la question. En réalité, ici, moi j'ai déjà reçu un autre. Mais je vous laisse quand même la question. Non, je pense que nous sommes un parti qui offre beaucoup de liberté et parfois des gens s'expriment sans que l'on ne sache toujours que ce sont des gens de chez nous, parce que c'est vrai aussi que nous... Non, il ne parle pas des auditeurs. Je parle des cadres du parti, que beaucoup ne connaissent pas toujours comme cadre du parti des Togolais, même si je vois sur les réseaux sociaux, souvent, ils font la promotion, ils font en tout cas référence aux actions que les cadres du parti posent. Mais vous savez, ce qui est important pour nous aujourd'hui, ce n'est pas la promotion d'un parti politique. Parce que justement, nous estimons que les temps que nous traversons, l'environnement politique qui est au Togo, ce n'est pas le parti qu'il faut mettre en avant. Il faut mettre en avant ce qui nous permettra de sortir de cette situation difficile. Et mener une vie uniquement partisane, eh bien, c'est ça aussi qui constitue l'une des difficultés que nous rencontrons dans l'opposition togolaise. Il faut à un moment donné que nous puissions transcender nos partis politiques pour mettre ensemble nos ressources et travailler comme l'exprimait Rodrigue tout à l'heure. Après Emmanuel, on va tenter d'intégrer un autre dans le direct. Allô? Bonjour. Oui, quel est votre nom? Jonathan. Oui, Jonathan, allez-y.
Bonjour. Ok, je voudrais en premier de vous parler du pass vaccinal instauré par le gouvernement. Vu la réalité des choses, est-ce que nous allons nous laisser comme ça à chaque maladie inventée par certains pays où on ne sait pas plus s'attendre à des vaccins de façon périodique comme ça, ou il va falloir qu'on s'organise. C'est un peu choquant. Les gens se vaccinent, les gens meurent à côté de nous, on voit tout. Et nous avons un gouvernement qui nous impose un vaccin qu'on ne connaît pas le contenu. Hein? Non, on a noté cette partie de la question. Est-ce que vous en avez d'autres? C'est une question, s'il vous plaît, c'est une question. C'est par rapport à la vie chère. Pourquoi aujourd'hui nos États africains, particulièrement l'État togolais, ne pensent pas qu'il faut tisser des partenariats avec d'autres pays africains pour des échanges de produits alimentaires, pour pouvoir, ça dit, on a besoin de ceci dans ce pays, l'autre pays a besoin de ceci chez nous, et ça dit des échanges pour permettre au peuple africain de se calmer. Ça dit, les gens sont dans une logique de faire tomber. On touche dans une boucle que personne n'ose dénoncer, quoi. Bien, merci Jonathan. On a noté les deux préoccupations sur la question du pass vaccinal. D'abord. Alors, le pass vaccinal, c'est vrai que le gouvernement togolais a pris des dispositions très excessives, en ce sens qu'on empêche, on interdit aux personnes qui ne sont pas vaccinées d'accéder aux lieux publics. Je pense que c'est une décision excessive et qui ne correspond pas du tout à la réalité de notre environnement. Aujourd'hui au Togo, il y a à peu près 509 000 personnes qui sont vaccinées, qui sont complètement vaccinées. À peu près 509 000 personnes uniquement. Ça représente, d'après les chiffres, à peu près 6% de la population. Ça, c'est l'effort que le gouvernement a fait pour satisfaire les Togolais. Je ne comprends pas que quand on a que ce niveau de capacité à satisfaire les Togolais en matière de vaccination, je ne comprends pas qu'on mette en face de ça une interdiction d'accéder aux lieux publics si on n'est pas vacciné. Mais pourquoi parler de niveau de capacité? Mais parce que le gouvernement ne nous a jamais dit qu'il y a des vaccins qui sont jetés parce que les Togolais ne veulent pas se faire vacciner. Non, mais en fait, c'est clair parce qu'il n'y a pas assez de vaccins. Non, mais en fait, il y a assez de réalité. Non, en fait, il y a assez de vaccins. Il n'y a pas assez de vaccins. Non, il y a assez de Vous vaccins. avez 8 millions de vaccins. Non, mais en fait, aujourd'hui, le Togo a plus de 2 millions de vaccins quand même. Non, le Togo, si, par exemple, le Togo a vacciné 509 000 personnes complètement. Oui, je suis d'accord. Moi, je vous apporte les dernières informations. Le Togo dispose d'assez de vaccins pour faire vacciner peut-être des centaines de Togolais qui veulent bien se faire. Des centaines, nous ne sommes pas dans un chiffre de centaines. Ce dont on a besoin au Togo, si on doit vacciner les gens pour avoir une immunité collective, c'est 60% de la population qui doit être vaccinée. Oui, mais en fait, si par exemple, je suis d'accord avec vous, si par exemple le Togo a aujourd'hui 1 500 000 doses de vaccins ou 2 millions de vaccins et que des Togolais ne veulent pas se faire vacciner. Mais vous dites si. Pour le moment, le gouvernement togolais n'a pas cela. Justement, le gouvernement a à sa disposition beaucoup de vaccins. Non, quand vous dites beaucoup de vaccins, vous savez, soyons précis. Récemment, on nous a dit qu'on a environ 1 500 000. Non, c'est jusqu'à présent, justement. Jusqu'à présent, justement, oui. Le Togo a reçu environ cela. D'accord? Et nous avons 509 000 vous allez consulter vos chiffres sans doute pour les actualiser. Le Togo dispose assez de vaccins pour un certain nombre de Togolais qui ne veulent pas se faire vacciner. Non. Monsieur Atiogbe, il faut qu'on soit précis pour que les auditeurs nous comprennent. Ce que je suis en train de dire, c'est que on a interdit à tous les Togolais qui ne sont pas vaccinés de ne pas mettre pied, de pouvoir mettre pied dans les lieux publics. D'accord? Ça, c'est la décision qu'on a prise. Mais aujourd'hui, le Togo n'a pas la capacité de vacciner tous les Togolais. Mais ça aussi, c'est une réalité. Vous ne pouvez pas le contester. Non, ce que vous dites dans l'absolu. Aujourd'hui, le Togo dispose d'un certain nombre de vaccins qui ne sont pas utilisés. C'est quoi un certain nombre? En fait, les derniers chiffres que moi je dispose, c'est qu'on a entre 1 500 000 et 2 millions de doses de vaccins. Pourquoi est-ce que, par exemple, le Togo a imposé ou est en train d'imposer le pass vaccinal au lieu de culte?
C'est pour obliger un certain nombre de fidèles à consommer les vaccins qui sont disponibles. Si vous dites que le Togo n'est pas en capacité de faire vacciner un certain nombre de Togolais, que les Togolais se présentent et qu'on nous dise demain qu'il y a rupture de stock, là vous aurez raison. Non, là j'ai raison dans ce que je dis, c'est que au moment où on interdit aux gens de pouvoir rentrer dans les lieux publics parce qu'ils ne sont pas vaccinés, à cet instant-là, le Togo n'est pas en capacité. Le Togo est en capacité. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Le Togo est en capacité. Être en capacité, c'est de disposer au moment de la décision d'interdiction de suffisamment de vaccins pour tout le monde, pour tous les Togolais. Vous savez très bien que, par exemple, les premières mesures qui sont prises pour ce qui concerne les bâtiments publics sont destinées à la zone Lomé et à Guenivé. Vous savez ça? Ça a été retoqué par la Cour constitutionnelle et ça a été étendu à l'ensemble du territoire. Je suis d'accord. Donc, vous cherchez à justifier ce qui est injustifié. Non, non, je ne cherche pas à justifier ce qui est... Vous parlez à la place du gouvernement. Je ne parle pas à la place du gouvernement. J'ai un certain nombre de chiffres. J'ai un certain nombre de chiffres que vous n'avez peut-être pas. Non, le Togo dispose aujourd'hui de plus d'1 million de doses de vaccins, parce que les derniers chiffres, c'est au moins 1 500 000. Alors, 1 500 000, si 1 500 000 Togolais veulent se faire vacciner aujourd'hui, je crois qu'on peut les vacciner. Donc, ça veut dire que si on ne peut vacciner que 1 500 000 Togolais, ça veut dire que les 6 500 000 de Togolais qu'on empêche de rentrer dans les lieux publics, eh bien, se fait abusivement. Vous savez très bien qu'un certain nombre de Togolais habitent les zones rurales, vous savez ça aussi. Et donc, eux, ils ne sont pas des Togolais, ils ne sont pas frappés par la même mesure. Ce que je dis, la priorité, est-ce que ce n'est pas d'abord pour ceux qui habitent les lieux où il y a beaucoup plus de population? C'est une question que vous posez ou bien c'est une question que je vous pose parce que, par exemple... mais ce n'est pas moi qui ai pris cette loi-là. Le gouvernement, quand il prend une loi, une décision, ça s'applique à tous les Togolais, où que vous soyez. Retournons au téléphone, puisque on semble ne pas se comprendre. Je comprends parfaitement ce que je vous dites, mais sauf que vous êtes en train de défendre une situation qui est indéfendante, c'est tout. Ils ont décidé d'interdire aux Togolais d'accéder aux lieux publics. Dans le même temps, ils n'ont pas les vaccins. Ils l'ont fait. Non, ils n'ont pas les vaccins. Ils n'ont pas assez de vaccins. Non, ils en ont assez pour ceux qui peuvent se faire vacciner. Ceux qui veulent se faire vacciner, ils ont assez de vaccins pour cela. J'ai failli dire que vous êtes en train de faire l'avocat du diable parce que cette mesure-là, elle est excessive et ce n'est pas ça qui permet... C'est votre position, Daniel Olympia. La deuxième partie de la question, c'est sur la fiche. Il dit, par exemple, si les pays africains ne peuvent pas développer des partenariats qui permettent à ce que, par exemple, les produits du Togo puissent aller peut-être en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. On n'a qu'à commencer par ouvrir les frontières d'abord pour que les produits puissent y aller. Mais oui, l'intégration régionale, ça c'est un vrai problème que nous avons. Et tout le monde sait que nous sommes dans un espace communautaire, mais les échanges commerciaux sont encore bloqués par les dispositions douanières, par des dispositions non tarifaires, donc des restrictions, des tracasseries, et tout ça ne favorise pas l'échange entre les pays de la sous-région. C'est une réalité. Une question de Benetus. Espoir sur la personnalité de Dominique Strauss-Kahn. Vous savez très bien que des révélations de Pandora Papers ont évoqué son nom récemment. Notre ami voudrait que vous donniez un commentaire sur la présence de Dominique Strauss-Kahn sur cette liste-là. Oh, vous savez, je pense que nous n'avons pas fini d'avoir des révélations sur ces choses. Est-ce que c'est vraiment surprenant? Est-ce que c'est vraiment surprenant? Et nous serons encore plus surpris dans les semaines et mois qui viendront parce que d'autres révélations se feront et le gouvernement togolais est bien connu aussi pour travailler avec tous les profils de ce type-là. Après Jonathan, un autre auditeur, allô, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom et puis la question? Commis de Zanguera. Deux questions pour l'inviter. Ouais. La première, le Ghana, le Burkina, le Bénin n'ont pas instauré l'état d'urgence avant que ce pays ne fonctionne correctement comme sur des roulettes. Ici, avec l'état d'urgence, nous sommes asphyxiés depuis 2 ans. Les activités ne marchent pas. Peut-être ceux qui sont fonctionnaires ne comprennent pas encore ça.
quelle proposition, de quelle manière peut-on suspendre ou bien arrêter l'état d'urgence? Ça, c'est la première préoccupation. Deuxième question, votre adversaire politique s'est invité en Chine. Je pense que nous clamons tout fort ici que le Togo est une république, une démocratie, mais je ne sais pas ce que cherche un démocrate, cherche un communiste. Est-ce que vous, en tant qu'adversaire politique, vous le comprenez? Quelles sont vos actions pour pouvoir nous rédiger plus? Merci. Bien, merci, cher ami Komi depuis Zanguera, sur la question de l'état d'urgence. C'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Et comment faire pour faire arrêter cet état d'urgence? Je crois que l'état d'urgence au Togo, c'est aussi là une singularité à laquelle nous avons assisté, puisque le dernier vote qu'il y a eu à l'Assemblée nationale sur l'état d'urgence a été quelque chose de surréaliste, puisque le gouvernement avait introduit une requête d'avoir un état d'urgence sur une période de 6 mois, et ce sont les députés de la majorité qui ont décidé d'accorder 1 an au gouvernement. C'est une situation complètement ubuesque, c'est surréaliste, ça ne s'est jamais vu nulle part. Et bien au contraire, souvent, les députés cherchent plutôt à réduire la durée de l'état d'urgence. Mais au Togo, on dit au gouvernement, mais non, vous n'en avez pas demandé assez, on vous en rajoute. Tout en sachant que ça laisse la possibilité au gouvernement de se passer des députés, de prendre des décisions par ordonnance sans que l'Assemblée nationale intervienne. Ça, ce sont les singularités que nous voyons au Togo, et ça ne se passe que dans les pays où le régime flirte avec l'autoritarisme. Hein. Mais bon, je ne sais pas comment les députés auront un jour le courage de venir expliquer ça aux Togolais, mais en tout cas, c'est ainsi, malheureusement. Et c'est contre tout cela que nous battons. La deuxième partie de la question, c'est sur la Chine, la proximité avec la Chine. Je ne suis pas persuadé qu'aujourd'hui, ce qui guide le gouvernement togolais, c'est l'idéologie. Les intérêts sont ailleurs, et c'est là-bas qu'il faut aller chercher les explications plutôt que dans la proximité idéologique avec tel ou tel. Après Komi, nous allons retourner encore une nouvelle fois au téléphone pour insérer un prochain auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Oui, votre nom? Merci David. David est à l'antenne, allez-y. Bonjour. Adèle, problème. Peut-être que vous ne pouvez pas changer la manière de faire la politique au Togo. Parce que moi, selon moi, votre idée, c'est pas tout certains points de la dénonciation et la contestation. Maintenant, ne changez rien. Vous qui êtes là-bas, vous ne pouvez pas faire partie du régime, mais vous ne voulez pas rester ensemble au Togo. Et le régime est là, et la fin continue au Togo. Comment on va faire? Parce que moi, je veux que vous changez un peu de politique au Togo. Sauf si vous n'avez pas de proposition, vous rentrez dans un ville avec le pouvoir, et vous prenez le pouvoir. Le pays qui déjà fait ça au Congo, il est en train de garder les paris aujourd'hui. Il y a plusieurs moyens de faire la politique. C'est comment je fais. Bien, merci David. Il parle du Congo. Est-ce que ce qui s'est passé au Congo peut se passer au Togo? Je crois que chaque pays a sa particularité. Il revient aux Togolais de trouver la bonne formule pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et c'est sur à quoi un certain nombre de personnes s'attellent. Et je pense que, comme partout ailleurs, une solution finira par être mise en place pour arriver à cette transition dont on a besoin. Il y a cette question-là d'un auditeur, c'est à savoir si vous-même personnellement, si vous êtes fait vacciner. Et quel est votre message pour les Togolais en ce qui concerne la vaccination? D'abord, c'est très personnel, si je suis vacciné ou pas. C'est une question très personnelle, mais oui, je suis vacciné. Et pour autant, je laisse je dirais, à chacun d'avoir le bon sens qu'il faut pour affronter des situations de pandémie.
Je sais tout ce qu'il y a comme polémique autour de ce vaccin, la manière dont ça se passe, etc. Mais j'ai estimé que dans l'état actuel des choses et les contraintes que la non-vaccination procure aux gens qui ont besoin de se déplacer, qui ont besoin d'aller à l'extérieur, et qui ont besoin également de pouvoir accéder à des lieux qui sont interdits autrement, eh bien, le profil que j'ai m'oblige à me faire vacciner. Mais je pense que il convient de considérer le vaccin comme une des solutions pour faire face à la pandémie à laquelle on est confronté. Et on ne peut pas aujourd'hui se dire simplement que le vaccin est une mauvaise chose et qu'il ne faut pas se faire vacciner. Il faut dépasser aussi un certain nombre de conditionnements auxquels nous assistons et franchir le pas pour aller se faire vacciner. On ne peut pas simplement dire ça ne m'intéresse pas, mais il faut aussi que de notre côté, le gouvernement soit beaucoup plus engagé dans une sensibilisation plus prononcée, l'encouragement des choses, et non pas que l'on vienne nous dire qu'il faut faire peur aux Togolais pour que les gens se fassent vacciner. C'est ça qui est contre-productif. Mais sur la question de la peur, c'était pour un certain nombre un épiphénomène, puisque aujourd'hui, avec la récurrence... Vous considérez que c'est un épiphénomène? Pour certains, j'ai dit que pour certains. Mais c'est extrêmement grave ce que vous dites. J'ai dit pour certains, en réalité, Nathaniel Olympio. Je cite certains. Certains pensent que c'est un épiphénomène. Bon, les gens qui le pensent, je pense que quand on a la responsabilité de diriger un pays, et que l'on n'hésite pas publiquement à dire qu'on va faire peur à ces gens que l'on dirige, j'estime que c'est grave et l'on ne peut pas considérer ça comme un épiphénomène. Même si les gens le disent, ne le répétez pas. Non, mais en fait, cette question, elle fait aujourd'hui partie du passé, puisque la question de la vaccination, elle suit son cours et que le Togo, pour ce qui concerne le passif vaccinal, est cité aujourd'hui sans doute comme un modèle. L'Union européenne vient de valider pour 27 pays le pass vaccinal togolais. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui salue d'une certaine manière tout le processus, la manière dont le Togo gère cette crise depuis sa survenue? Vous savez ce que moi j'aurais espéré, j'espère, et ce que j'aurais préféré avoir comme distinction pour le Togo, qu'on dise que le Togo est un pays ou le premier pays démocratique de la sous-région. Ça, c'est quelque chose que j'attends et qui ferait très bien la paire avec la validation du pass vaccinal par l'Union européenne. Et si nous sommes classés meilleurs élèves en matière de démocratie, ben ça profite à tous les Togolais. Mais bon, ok, l'Union européenne met un cachet sur le pass vaccinal des Togolais. Bon, d'accord, ça intéresse une infime partie des Togolais qui voyagent, hein, qui vont en Europe. C'est une infime partie. Oui, d'accord, ils ont mis en place une procédure, ils ont mis en place un pass vaccinal qui est numérique, ils ont, d'accord, et l'Union européenne a dit, d'accord, c'est bon. Ok. Je dis ok, mais je dis sans plus, parce que c'est pas ça qui intéresse les Togolais, parce que c'est pas ça qui apporte solution aux difficultés des Togolais. Ça fait plaisir au gouvernement, bien sûr, il s'en glorifie. Sans doute un certain nombre de Togolais aussi. Oui, une infime partie des Togolais qui ont besoin de voyager et qui sont vaccinés, c'est tout. Au-delà de ça, ça, je dirais que c'est un épiphénomène, en revanche. Il y a un certain nombre de Togolais qui sont en fait aujourd'hui et qui se reconnaissent dans le parti des FDR. Ils célèbrent le 5e anniversaire. Un message à l'endroit de ces Togolais-là qui sont au FDR? Oui, ce sont des Togolais qui se sont engagés pour un changement au Togo et il faut les encourager dans leur action. Je leur souhaite de bonnes assises puisqu'ils mènent des réflexions et espérons que des idées nouvelles sortiront de leur rencontre et qu'ils proposeront à l'ensemble de tous ceux qui se battent pour la démocratie au Togo.
Dans un passé récent, quand on évoque Maître Dodi Apévan, on associe sans doute Maître Yaobi Agbouibo parce que les deux étaient à des moments donnés présidents du parti Le Cas. Sans doute que nous ne vous aurons pas avant le mois de décembre, puisque en décembre prochain, ça va être les obsèques de Maître Yaobi Agbouibo. Agbouibo, il est connu comme étant un grand défenseur des droits de l'homme. Que reste-t-il aujourd'hui de son combat politique? Il sera enterré le mois prochain chez lui là-bas à Couvé. Indéniablement, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la démocratie au Togo. Et il a fait des choses importantes qui ont bénéficié à tous les Togolais. Et il a fait également des choses que beaucoup de Togolais ont réprouvées, ont désapprouvé. Et c'est ça le parcours d'un homme. Mais on ne peut pas lui enlever l'engagement qu'il a eu durant plusieurs décennies au bénéfice de la démocratie au Togo. Et moi, je garde de lui pour l'avoir côtoyé très peu de temps pendant nos rencontres à la C14, la coalition de la C14. C'est la période pendant laquelle je l'ai côtoyé. Il a été, même dans son âge avancé, un homme d'engagement et de conviction. Et cette détermination-là, c'est quelque chose qui force l'admiration forcément. Et j'ai eu beaucoup d'admiration pour lui. Et en ce moment-là, quand je voyais l'homme, toujours, même dans les manifestations, avec le poids de l'âge, il était présent. Et ça, c'est quelque chose qui est motivant et qui est une leçon pour la jeunesse. Il y a un auditeur qui revient sur la question des frontières, sans doute qu'il n'a pas suivi le début de l'émission et vous voudrez bien repréciser votre demande par rapport à la fermeture continue des frontières du Togo. Je disais simplement que les frontières sont fermées depuis le mois de mars à avril 2020 et quand on regarde ce pourquoi les frontières étaient fermées et l'état de la pandémie au Togo, et quand on regarde nos voisins qui n'ont jamais fermé de frontières et l'état de la pandémie là-bas, qui n'est pas très différent de ce que nous avons au Togo, j'estime que la fermeture des frontières cause beaucoup de tort aux Togolais et l'impact sur le coût de la vie est trop élevé et il serait temps que le gouvernement togolais lève cette mesure et permette, en mettant en place des dispositifs complémentaires de surveillance, de contrôle, du respect des gestes barrières. Et tout ce dispositif-là peut compenser largement la fermeture des frontières. Et donc l'ouverture devient une chose indispensable. Un dernier auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, oui. Mon nom est Prince Commissaire. Bonjour à notre invité. Ouais. Bonjour. En fait, mon intervention s'articule autour de deux questions. La première, c'est sur l'état civil. J'aimerais demander à notre invité quel est le rôle de l'Assemblée nationale dans cet état d'urgence. Le rôle de l'Assemblée nationale dans un état d'urgence. Oui. Oui, allô? Oui, allez-y. Ah oui, la deuxième question, l'invité ne parle qu'un point s'il revient au peuple de prendre leur destination. Mais ce qui m'est paradoxal à moi, c'est eux qu'on invite à la place du peuple pour prendre ou bien pour participer à des discussions. Pourquoi eux, ils ne peuvent plus trouver la formule magique pour que le peuple soit derrière eux? Merci beaucoup. Bien, merci. Allez-y. Alors, quand on vote à l'Assemblée nationale l'état d'urgence, ça veut dire qu'on donne au gouvernement le pouvoir de prendre des décisions qui habituellement devaient être prises par l'Assemblée nationale. Donc, le gouvernement n'a plus besoin de revenir auprès des députés pour demander l'autorisation de prendre un certain nombre de décisions. C'est ça la période d'état d'urgence. C'est pour ça que les députés en général n'aiment pas donner une période trop longue au gouvernement pour prendre des ordonnances, c'est-à-dire pour diriger le pays sans se référer à l'Assemblée nationale. On donne une période très courte, sauf qu'au Togo,
le gouvernement a demandé 6 mois d'état d'urgence et les députés eux-mêmes ont dit non, non, c'est pas suffisant 6 mois, je vous donne 12 mois. Hein, parce que bon, peut-être on va aller se reposer, c'est pas la peine de venir nous embêter pour demander encore des autorisations, des votes. Donc ça c'est quelque chose d'inhabituel et c'est très très embêtant de donner autant de pouvoir. Ça veut dire que c'est une personne au final, le chef de l'État, à qui on donne le pouvoir de décider de tout, absolument tout, tout seul. Et ça c'est quelque part toujours un peu excessif. Deuxième partie de la question. Sur, les leaders d'opinion, les leaders politiques, les leaders de la société civile continuent de travailler, continuent de s'entretenir pour pouvoir se retrouver et mener le combat. Je pense que tous les Togolais peuvent s'exprimer. Et ne fût-ce que le fait que vous appelez dans cette émission-là pour donner votre point de vue, c'est aussi une façon pour un Togolais de s'exprimer. Et ça peut aller au-delà. Et beaucoup de Togolais également manifestent leurs idées à l'intérieur de leurs organisations, que ce soit de la société civile ou politique. Et donc ce que les leaders font n'est pas simplement ce qu'un leader se lève, décide de faire. C'est aussi la prise en compte de tout ce qui se passe autour de nous et qui contribue à ce que nous partageons comme réflexion. Il nous reste encore 3 minutes. Nous allons dire un mot de l'actualité africaine avec les soucis dans les relations entre la France et l'Afrique. Ça fait 60 ans que ces relations existent, mais on a connu des crispations dans plusieurs capitales africaines ces derniers temps. Comment vous les expliquez? Je crois que les choses se déroulent dans l'ordre normal. C'est que la jeunesse togolaise aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire qu'elle est très réseau socialisée, donc qu'elle est au fait de ce qui se passe dans le monde entier, et qui est très décomplexée également, qui est aujourd'hui en quête d'un épanouissement et d'une capacité de liberté, et qui ne veut plus avoir cette relation très ambiguë, très dénoncée, et que tous les chefs d'État français qui viennent disent la France-Afrique est morte, elle n'existe plus. Mais quand on voit que chaque chef d'État qui vient le réaffirme, c'est peut-être aussi la preuve que ça existe toujours d'une façon ou d'une autre. Et cette ambiguïté, je dirais, cette relation qui n'est pas toujours saine et propre, eh bien, c'est ça que les jeunes Africains ne veulent plus. Ils aspirent à autre chose, ils aspirent à un équilibre beaucoup plus respectueux pour nous, ils aspirent à une capacité d'expression, de liberté beaucoup plus prononcée. Ils aspirent à choisir leurs dirigeants et non pas encore à se sentir imposé des chefs d'État. Mais tout ça fait que la jeunesse africaine veut voir les relations améliorées et changer entre la France et les anciennes colonies. Nous allons vous donner la possibilité de conclure l'émission d'aujourd'hui, puisque nous arrivons carrément au thème du temps qui nous est donné. La première chose sur laquelle je voudrais insister à la fin, c'est la réouverture des frontières. Ça me préoccupe beaucoup. Et vous l'avez dit, les fêtes de fin d'année arrivent, les choses coûtent extrêmement cher sur le marché. L'UMOA s'est déjà réuni à plusieurs reprises pour parler de la réouverture des frontières à l'intérieur de l'espace communautaire. Il est temps que le gouvernement togolais décide de lever cette restriction et d'ouvrir les frontières. La deuxième chose sur laquelle je voudrais également insister, c'est le cas des prisonniers politiques aujourd'hui. Jean-Paul Oumoulo, Djimo Oré et tous les autres prisonniers politiques. Il est temps, après les événements de 2017, jusqu'à présent, il est temps que le gouvernement décide à libérer ces personnes. Ce geste à la fin de l'année aussi peut être très appréciable pour les familles, qui ne compensera pas la vie chère, mais en tout cas qui apportera une relative joie aux familles de ces personnes-là. Merci d'être venu, Nathaniel Olympio. Vous êtes le président du Parti des Togolais. L'émission d'aujourd'hui s'achève ainsi. Elle sera rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Vincent Lasbogakou pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierre Roatier. Le prochain rendez-vous au D12, c'est dimanche prochain. Au revoir.